passionné par la communication, la vente, passionné par le 7e art, mais surtout dans les métiers de la réalisation, le jeu d'acteur. Elle aime la nature, elle aime le voyage, elle aime la culture, bref, elle aime le tourisme. Elle est coach en développement personnel, certifiée leadership Ubuntu. Elle va me corriger sans doute. Elle pratique du yoga et pilates. Passionnée de l'art, je vous le disais, elle rentre dans l'écriture. Parce que l'écriture, c'est l'âme de quelqu'un. L'écriture, c'est l'expression du moi profond. Elle est auteure, comme je disais. Mesdames et messieurs, recevons, comme cela se doit ici, une jeune fille consciencieuse, talentueuse, travailleuse, qui aime bien distiller le bien-être autour d'elle, comme les cancers. Mesdames et messieurs, voici la coach Laure Camden. Bonjour. Bonjour, Monsieur Faustin. J'espère que la présentation, je n'ai pas écorché. Non. C'était exhaustivement. C'était ça. Oui, Laure Camden est née à Dedo à 17h53. 53 minutes. Ouais. À Douala. Il y a une certaine précision. Et l'histoire raconte que Laure Camden est une enfant, là je veux parler de votre parcours à l'école primaire, très intelligente parce qu'elle a présenté le concours et le CEP en cours moins 1. Cours moins 1, oui. Parlez-nous un peu de cette expérience et que vous avez fait 3 semaines au cours moins 2. Oui, parce qu'en fait, comme dans ma famille, merci déjà pour votre invitation. Dans ma famille, j'étais, bon, je ne veux pas le dire, mais il faut quand même parfois le reconnaître, j'étais assez intelligente. Alors, la famille s'est réunie. On a dit, elle est très intelligente, ça ne vaut pas la peine qu'elle fasse le cours moyen 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle doit faire le CEP au cours moins 1. Alors, je passe le CEP comme candidat libre et je réussis. Maintenant, il y a une partie de la famille qui dit non, elle doit faire le cours moyen 2, c'est indispensable. Et une partie qui dit non, elle doit faire la 6e parce qu'elle a son CEP. Voilà, finalement, quand il se tiraille comme ça, la partie qui dit cours moyen 2, je vais au cours moyen 2, je fais mes 3 premières semaines au cours moyen 2. Vous êtes très brillante. Bon, c'est ce qu'on dit. Et puis après ça, l'autre partie qui avait dit 6e remporte finalement la bataille. Et je vais donc en 6e. Et c'est comme ça que je fais un parcours presque sans faute. Presque sans faute. Là, on est à l'ouest Cameroun, à Bafoussam. Mais vous allez connaître quand même un hic en première. Oui, en première. Vous allez faire pour toi quand même 3 fois. Oui, 3 fois. 3 fois. Durant tout mon parcours, que ce soit le primaire jusqu'au secondaire, je n'avais jamais eu ça. C'est la première fois que j'échouais. C'est la première fois que j'échouais. J'arrivais même pas à comprendre. Pour moi, c'était comme un rêve. C'était comme si c'était pas vrai. Et je choue la première année. C'est l'année où il y avait des brillages au Cameroun. C'était l'année, je me souviens plus, mais il y avait des brillages au Cameroun. Les enseignants faisaient la grève. J'échoue. Peut-être l'année 20 sur 20. Peut-être. Opération 20 sur 20, un truc comme ça. Je crois que ça devait être avant. Ça devait être avant, c'était avant. Donc, chacun se débrouillait comme il pouvait pour pouvoir faire des cours, les répétitions par-ci, par-là. Et on va à l'examen, j'échoue. Je repasse encore une deuxième fois parce que quand on échoue, on se dit, bon, on est quand même ancien, hein, comme on se disait en classe, on est ancien. Et j'échoue encore une deuxième fois. Mais dites-moi, est-ce que dans cette période-là, les hommes, vous courez pas déjà après la puberté et bien d'autres? C'est pas ça la cause, parce que c'est parfois la cause d'échec chez beaucoup de jeunes aujourd'hui. Chez moi, quand même, je pense que la puberté a mis du temps. Et puis, comme j'étais trop focus, vous savez, quand on est brillant, ça c'est le hic. Quand on est brillant, plus on vous encourage, plus vous voulez être encore brillant. Et plus vous êtes focus sur certaines choses. Donc, j'ai été plus focus sur mes études à un certain moment. C'est vrai qu'à un certain moment aussi, j'ai connu l'autre côté. Comme tous les jeunes. Comme tous les jeunes, mais bon, disons que un peu sagement, peut-être sans le savoir, mais j'ai quand même fait très peu de bêtises. Et voilà, donc, je réchoue encore une deuxième fois. Croyez-moi, j'ai commencé à croire à la sorcellerie. Oui. J'ai commencé à croire. Comment on dit au village qu'on vous a attaché? Non, j'ai commencé à croire à ça. On ne vous a pas lavé? Croyez-moi, même si on ne m'a pas lavé directement, je me suis lavé moi-même parce que je pensais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut être parmi les meilleurs de sa classe, de sa promotion, et puis on échoue. La 3e année, je crois que la 3e année, j'ai pris conscience qu'il fallait que je recommence à nouveau. Que j'aille comme si j'étais une débutante. Et cette année-là, j'ai réussi.
Et jusqu'à ce que j'ai plus jamais... Je peux vous dire que ça doit aider beaucoup de jeunes, hein, beaucoup de jeunes filles et jeunes garçons qui ont ce problème et qui ont fait l'examen 3 fois, 4 fois et se disent que non, ils sont forts. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans notre société, on croit rapidement à des choses paranormales, à la sorcellerie. Il faut aller prier à l'église alors qu'il faut tout simplement, comme vous l'aviez dit, repenser où on est tombé et repartir devant. Et je suis repartie de plus belle. Et pour la petite histoire, quand maintenant il fallait que j'aille en terminale, comme je vivais avec mes parents, en terminale maintenant, je voulais vivre avec mes parents. Donc je reviens donc à Douala, je quitte Bafoussam, je reviens à Douala. Je vais vivre avec mes parents. Vous savez, comme je suis l'aîné de la famille, on dit que l'aîné de la famille ne doit pas rester avec ses parents, sinon elle sera un peu bête. C'est ce qu'on dit. Il y a encore tergiversement, elle ne doit pas aller, il faut plutôt qu'elle aille à tel collège, il faut qu'elle rentre, tout ça. C'est comme ça que je perds encore presque un mois de la rentrée. Donc l'école passe là un mois, je suis là comme ça, je ne suis pas encore fixée. Après, finalement, la décision tombe que je dois rentrer au village. Je rentre donc à Bafoussam et je rentre en première, en terminale. Oui, en terminale. Et croyez-moi, j'étais la meilleure. J'ai même été première. Et cette année-là, je vivais avec ma grand-mère. J'apprenais avec la lampe. Le premier trimestre. Puisqu'on lui avait coupé l'électricité, c'était avec la lampe que j'apprenais. Et j'étais première. Donc j'ai rattrapé mon retard d'1 mois. Et j'ai master même. Et c'est comme ça que j'ai eu mon baccalauréat et je suis allée à Banjul. Vous êtes allée à Banjul, vous passez le concours de la prestigieuse école l'IUT de Banjul. À ce moment, je ne sais pas si maintenant c'est encore ça, mais à ce moment, c'était vraiment prestigieux. Quand on entrait là-bas, on entrait sur concours, c'était pas évident. C'était la crème de la crème qui est entrée à ce moment-là. Je suis entrée en 97, je crois, et je suis ressortie en 99. Donc, ça a été quand même un bon moment. Et je vivais seule aussi. Oui. Et c'était trop bien. Et là, quand vous êtes seule, toujours, on ne vous embêtait pas. À l'IUT, vous allez faire comptabilité et gestion. Comptabilité et gestion d'entreprise. J'ai failli oublier parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté ça. Comptabilité et gestion d'entreprise. Et cette école qui était, il faut le dire, très sélective à l'époque. Et même là, la formation était quand même très élevée. Vous prenez les 2 ans et vous prenez votre BTS. Oui. Mais quelque chose va se passer lors, après votre BTS, fille ambitieuse, mais votre papa tombe malade. Oui, mon papa tombe malade et puis je décide de rester auprès de lui. Donc je l'accompagne d'hôpital en hôpital, entre ma petite soeur et moi, on se relaie. On était à Yaoundé, à l'hôpital général Yaoundé, on a fait du temps. Il a eu un cancer de la peau parce qu'il était diabétique. Il a eu un cancer de la peau. Après, on est allé à l'ouest, on a tenté tout, on a essayé beaucoup de choses. Un moment, c'est ma soeur qui était auprès de lui, après, c'était moi. Et c'est comme ça qu'il décède en 2000. Donc, c'est quand il décède maintenant que j'entre dans la vie active. Vous entrez dans la vie active. Je peux vous dire qu'en travaillant cette émission, je me suis dit, quelle est cette fille? Parce que vous n'abandonnez pas. Quand vous entrez dans la vie active, la vie vous fouette carrément. Hein, parce que ça vous vouliez être experte comptable. Je voulais être expert comptable parce que, comme je vous disais, quand on est meilleur, on a encore envie d'être plus meilleur. Et je ne vous dis même pas comment j'ai commencé la comptabilité. Je ne l'ai pas choisi parce que moi, j'ai toujours aimé l'art. Quand je voulais entrer au lycée, moi, je voulais être peintre, je voulais dessiner. Mais c'est un métier qu'on ne connaît pas encore. Et puis, la famille ne pouvait pas accepter. Je n'avais même pas le courage de leur dire que je veux faire la peinture. Et on ne faisait même pas ça à l'époque au lycée. Donc, la famille choisit encore pour moi et je vais faire donc le concours d'entrée au lycée. Et je réussis et c'est comme ça que je fais comptabilité. Donc, je continue donc avec la comptabilité. Et puis, quand j'entre dans la vie active, ce n'est pas évident. Je veux être expert comptable. Et pour être expert comptable, il faut passer par un cabinet d'expertise. Je cherche dans la ville de Douala. Parce que quand j'ai eu mon BTS, je suis revenue en ville. Là, on dit Bafoussam, c'est le village. Je suis revenue en ville pour chercher le travail. Quand papa est parti. Maintenant, je cherche, je ne trouve pas. Je veux me être stagiaire, qu'on ne me paye pas. Je supplie même les cabinets. On refuse. Et ça ne vous décourage pas quand même? Ça ne me décourage pas. Je commence maintenant comme stagiaire. Je travaille dans une entreprise j'ai fait 3 stages. Et après maintenant, je trouve un emploi permanent dans une PME. J'abandonne donc là où j'étais. Donc j'arrête. J'étais assistante, j'arrête là-bas et je vais maintenant comme comptable dans une PME. Et maintenant, dans cette PME-là, pendant que je suis dans cette PME-là, je ne suis pas satisfaite. J'aspire à plus grand. J'ai toujours rêvé donc d'être dans une multinationale. Je décide donc de changer. Je vais donc ailleurs. Et quand je vais ailleurs, malheureusement, je fais le mauvais choix.
je tombe dans une entreprise où on ne me paye pas. Et je dois travailler, je dois parcourir des kilomètres pour aller au travail. Et il faut être active parce que rester à la maison, vous aurez quoi si vous restez à la maison? Je fais donc 4 mois là-bas. Et comme je déposais des tas de demandes, je marchais, j'avais toujours mon CV dans mon porte-monnaie. Dans mon porte-monnaie, j'avais mon CV. Et j'avais toujours, au moins dans mon porte-monnaie, 25 francs. Quoi que fasse, parce que 25 francs, j'achetais un format. Dès que j'ai vu la offre d'emploi quelque part, j'achète un format. J'écris directement mon CV là. Comme c'est plié, je déplie. Et puis je fais une copie et directement, je dépose. Et c'est comme ça donc qu'une multinationale m'appelle. Je fais des tests, plein de tests à des multinationales. Hein. C'est des cabinets, C'est en 2004, c'est ça? Ça, c'est en 2004. On fait passer dans les cabinets. Et là, on est en 2004. Hein. Là, on est en 2004. En 2004, je fais une succession de tests dans les cabinets et tout ça. Et puis finalement, en fin de compte, je suis recrutée dans une multinationale. Parce que comme j'avais raté l'expertise, je n'avais pas pu entrer dans un cabinet d'expertise. Maintenant, mon objectif était une multinationale. Et j'ai réussi à entrer dans une multinationale. Pour moi, c'était le top. Comme comptable. Comme comptable. Et quand je suis en essai, 3 semaines d'essai, une autre multinationale m'appelle. Un cabinet d'expertise m'appelle. Et puis je me dis, à ce moment, qu'est-ce que je dois faire? Je suis en essai ici, là. Je vais dans l'autre multinationale où la rémunération est très bonne, les conditions salariales sont très bonnes. Ou bien je vais donc au cabinet d'expertise qui est en train de m'appeler maintenant. Il y avait un cabinet qui m'appelait. Je cogite comme ça pendant une nuit. Et puis je me dis, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et je finis dans... j'avais 3 mois d'essai. J'ai fini mes 3 mois d'essai. On confirme finalement. On renouvelle, maintenant on confirme. Et puis je continue comme comptable. Donc, j'ai abandonné mon rêve d'expertise, c'était terminé. Et j'ai donc eu un très beau parcours dans cette multinationale. Je pense 15 ans, non? Mais j'ai fait 15 ans là-bas. 15 ans. 15 ans. Et en tant que comptable, il faudra qu'on le dise à la jeunesse qui nous regarde, hein, qu'on ne se retrouve pas au sommet par largage, comme on le dit au quartier. Parce que voir une fille brillante à l'école qui ne peut pas reculer aux vicissitudes de la vie, c'est super. Nous, à Vuri TV, on vous encourage. Après, vous êtes comptable, vous allez finir comme chef de bureau. Mais vous êtes toujours insatisfaite. Oui. Tout le désir. Comme je vous le disais, la comptabilité, c'est mes parents. Mes parents, la famille. Un problème de l'orientation scolaire aujourd'hui. Oui, mes parents qui ont choisi ça pour moi. Je vous ai dit au départ, je voulais faire la peinture, les dessins. Je dessinais même déjà à l'époque. J'écrivais même déjà un peu à l'époque. Donc maintenant, quelques années plus tard, je crois que j'avais fait 8 ans ou 7 ans. J'étais déjà chef bureau, oui. J'avais fait plusieurs services. J'avais une équipe que je manageais. Et je n'étais pas toujours satisfaite. Je suis appelée à... J'aime bien être avec les gens, j'aime bien être avec tout le monde, j'aime bien communiquer et tout ça. Et les gens me disaient, vraiment, Laure, ici, là, tu es en train de te mourir dans la comptabilité. C'est pour ça qu'il faut aussi écouter les gens. Parce que parfois, on a des dons, on ne reconnaît pas ces dons-là, et ce sont les autres qui vous amènent à reconnaître. Les gens me disaient, non, on m'appelait même la star. Dans cette entreprise, on m'appelait la star. Donc, quand je passe, on dit la star. Et puis, finalement, je me dis, quel est le service où je peux me sentir bien ici, là? Dans ce multinational. Je vois sur le commercial. Et j'allais souvent à leurs animations. J'allais souvent à leurs fêtes. Et pour vous dire vrai, je les suivais tellement que parfois, quand j'arrivais, j'étais persona ingrata. Non grata, c'est quoi? Personne non grata, j'étais pas désirée. Donc je les suivais. Parfois j'arrive là, peut-être ils sont en train de faire une fête, on me donne même pas à boire, on me donne même pas à manger, mais je reste. Et la prochaine fête encore, quand je suis qu'ils ont une animation quelque part, je repars encore. Et c'est comme ça que finalement j'ai attiré l'attention du chef et je suis allée poser mon problème. Je lui ai dit, je veux muter. La mutation ne se faisait pas. Un comptable ne peut pas être commercial, ça ne se fait pas. C'est 2 cursus bien différents. C'est vrai qu'à dans le parcours de comptabilité, on fait un tout petit peu de ça, mais ce n'est pas vraiment approfondi. Il me dit, si tu veux vraiment le faire, il faut que tu me prouves que tu veux le faire. Il a dit, je suis prête à le faire. Il avait plein de livres dans son bureau. Il me dit, chaque fois que tu prendras un livre, tu vas me faire le résumé de ce livre-là. Donc, je venais dans son bureau, je prends un livre, je lis le livre, un livre en marketing ou bien en communication, tout ça. Je lis le livre et je lui fais un résumé du livre. Et je reviens, je débat avec lui. Ça a duré presque 3 ans.
Oui, ça après déjà duré presque 3 ans. 3 ans que je puisse et 3 ans où j'étais toujours en train de courir après eux partout. Dès que j'ai un truc, je suis toujours à courir derrière eux. Finalement, j'ai fait mes preuves, il a vu et il y a eu une occasion. Et puis, il a demandé, parce qu'il fallait qu'on me libère aussi à la comptabilité. Parce qu'à la comptabilité, on ne voulait pas aussi me libérer, puisque j'étais un bon élément. Donc, il y avait ce tiraillement-là. Et puis, contre tout hasard, un jour, le grand chef des grands, il dit, on te libère. Tu veux vraiment le faire? Il dit oui. Il m'appelle dans son bureau. Tu veux vraiment, tu es sûr? Je signe ta lettre de mutation. Il dit oui. Et il signe ma lettre de mutation. Et c'est comme ça qu'on me prend de l'autre côté. Et j'arrive de l'autre côté. J'excelle encore de l'autre côté. Parce que j'étais toujours prête à apprendre, prête à poser des questions, prête à m'investir complètement. Les gens disaient, mais est-ce que c'est la maison de ton père? Et c'est comme ça que je fais toujours. Quand je veux faire un truc, je le fais complètement à fond. Et c'est comme ça que j'ai évolué, j'ai grimpé. Chef d'équipe, chef de bureau, chef de secteur, ainsi de suite. Et puis finalement, j'avais toute une équipe que je manageais. Et un jour, dans votre bonheur, vous êtes dans une usine... en train d'apprendre les techniques. Les techniques de vente. Les techniques de vente. Oui. Et un drame survient. Parlez-nous de cette étape-là qui a été vraiment une étape sombre de votre vie. Ouais. Je crois que ma vie a basculé ce jour-là. Parce que j'étais une jeune femme dynamique, j'avais le vent en poupe, j'étais admirée, j'avais même 3 prétendants. Et donc, à ce moment-là, donc 3 prétendants, vous les aviez gardés comme ça, chacun se débrouillait? Non, disons qu'il y avait 3 personnes qui me désiraient en mariage à ce moment-là, donc j'ai choisi qui. Donc j'avais le vent en poupe. Non, c'est ce que je dis, donc vous et chacun étaient en train de se débrouiller. Mais ils ne se connaissaient pas. Ah, voilà, c'est ça que je dis. Voilà. Bon, et puis on est à l'usine, on fait une formation, ils font venir un expert de l'étranger pour nous faire une formation en technique de vente. Oui. Ça, il faut l'avouer, c'est une entreprise qui s'occupait bien de son personnel, on recyclait le personnel tout le temps. Donc la salle de formation se trouve au cœur de l'usine. Et il y a une explosion de gaz. De gaz, oui. On suit seulement un truc qui sent bizarre là. Et puis c'est la panique. C'est la panique dans la salle. Heureusement que on était à la pause. C'était le premier jour de formation. C'est une formation qui devait durer 3 jours. C'était le premier jour. C'était la pause. Et c'est la panique dans la salle. Des messieurs costauds comme ça. C'est comme ça que la mort fait peur. Hein? Oui. Des messieurs costauds ont été prêts à traverser. Même pas les fenêtres, mais les fenêtres sont barricadées. Ils étaient barricadés, donc ils ne pouvaient pas. C'est comme ça qu'un responsable de ce service-là vient avec 3 masques. On était près d'une douzaine. Qui devait prendre, qui ne devait pas prendre? Les plus forts ont pris. Et on nous évacue dans le foyer du gaz. Et c'est comme ça que je perds connaissance. Je finis à l'infirmerie, je me réveille à l'infirmerie, ils me réaniment et après on me renvoie à la maison. Je prends mon véhicule, parce que j'avais un véhicule de service. Je prends mon véhicule, je rentre à la maison. Et non, on vous conduit ou vous rentrez vous-même? Je rentre, je conduis. Je conduis, je rentre à la maison. Et j'informe un ami à moi que là, j'ai eu un accident. On m'a demandé de rentrer à la maison, mais je me sens pas, mais je vais rentrer à la maison. Et comme la chance existe, l'ami vient me rendre visite à la maison. On est en train de discuter et je perds connaissance. Quand vous êtes en train d'échanger? Quand on est en train d'échanger, je perds connaissance. Il appelle le médecin de cette entreprise, de cette multinationale-là. On me conduit dans un centre de maladies pulmonaires. Le temps de me réanimer. C'est le lendemain maintenant qu'on commence la désintoxication. Le gaz a eu le temps de faire tout son effet dans mon corps. Oh là là. Et c'est comme ça que je commence à avoir des crises de tétraparésie. Donc j'ai la paralysie des membres. On ne comprend rien. Ils font tout, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Après ça, je rentre, j'ai fait quelques mois et puis après, bon, le temps a passé, les crises arrivaient. Et puis à un moment, c'était total. J'ai fini seulement en chaise roulante. Et maintenant, est-ce qu'on n'a pas eu l'option de vouloir vous transférer à l'étranger? Oui, quand j'ai fini en chaise roulante maintenant, c'était grave. Mon neurologue a dit, le professeur, je préfère taire son nom, a dit qu'il fallait qu'on m'évacue. Il fallait une évacuation sanitaire. Je pense que le mot évacuation sanitaire là, a fait paniquer toute l'entreprise. Comme il n'était pas arrimé aux normes ISO à ce moment-là où j'avais eu mon accident, sinon on aurait été bien évacué et tout se serait fait dans les normes de l'art. On trouve donc, je fais 6 mois à la maison, ils prennent donc ça comme prétexte parce que je suis malade, on me licencie. C'est quand même cruel. On me licencie, je suis malade, je suis alitée, ma famille a tout fait.
On est déjà parti partout avec moi. Tout, on a même vendu la maison familiale. Parce qu'il fallait à tout prix qu'on me relève. Rien. Un jour, quelqu'un qui sonne à la maison, on ne sait pas qui c'est. C'est un huissier qui vient me servir ma lettre de licenciement. C'est pas juste. Et je pense qu'un matin, nous aussi, on se réveille un matin, on retrouve, je vais citer son nom, David Eboutou. Docteur David Eboutou. Je pense qu'il est candidat, il a déclaré aux élections présidentielles 2025 et nous lui souhaitons bon vent. David Eboutou a pris à bras le corps, les réseaux sociaux s'embrasent par cette histoire. Et ce qu'on ne savait même pas, c'est que comme on était ruinés et que mon cas ne faisait que s'aggraver, il fallait qu'on trouve un moyen de pression pour la multinationale. On s'est dit peut-être si on va sur les réseaux sociaux, peut-être si on va sur les émissions de social, là, peut-être que ça va leur faire un peu de pression et ils vont s'occuper de moi. Ce n'est pas les moyens qui les manquaient, ça il faut l'avouer. On va donc, tous les médias, radio, télévision, tous ont refusé, tous nous ont fermé la porte au nez. Et puis c'est comme ça qu'ils tombent sur mon histoire. Dans les émissions comme Regard Social. Tous ont refusé. Tout ce qui était social ont refusé. C'est comme ça que lui, il tombe sur mon histoire. Et puis il parle de mon histoire. Est-ce qu'il vous connaissait à l'époque? Non, on ne se connaissait pas. Je ne le connaissais même pas. Je ne le connaissais même pas. Je ne sais même pas comment il fait pour avoir mon histoire. C'est comme ça qu'il tombe sur mon histoire. Il publie. Et mon histoire a fait le tour du monde en moins de 24 heures. C'est de partout, dans tous les coins des États-Unis, l'Europe, partout en Asie, partout. Avant qu'on y arrive, pourquoi, et il faut qu'on insiste, que des émissions, dites des émissions sociales, vous refusez? Est-ce que cette entreprise-là avait fait pression sur ces médias? Je ne peux pas le dire, mais tout ce que je sais, c'est que quand le docteur David Eboutou a commencé avec mon histoire, comme lui, il était consultant dans un de ces médias, on l'a menacé. On l'a menacé. Et comme c'est une personne tenace, lui, il avait toutes les preuves de tout ce qui m'arrivait. Il a tenu tête, on l'a menacé, il a reçu beaucoup de menaces, des menaces de mort. Moi-même, j'ai reçu des menaces de mort. Des menaces de mort. Et il a tenu tête et c'est comme ça que beaucoup de personnes m'ont soutenu. Il y a Vouri TV, les abonnés de Vouri TV que je remercie toujours, qui m'ont soutenu. Il y a des cinéastes qui m'ont soutenu. Il y a Simon Koum qui est un cinéaste qui a porté mon affaire. Il y a Patrick Kenyé qui est le directeur de Vouri, qui a pris mon histoire à bras le corps. Ses abonnés m'ont beaucoup aidé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Il y a le professeur Chanda Tom qui est venu jusqu'à la maison. Jusqu'à la maison. Oui, il est venu jusqu'à la maison. Me porter. Je n'y croyais pas. Ce sont des choses qui m'ont fait penser qu'un jour pourrait être meilleur un de ces jours pour moi. Donc il y a beaucoup de personnes, des personnes que je ne connaîtrais même jamais, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont vraiment porté. Parce qu'à un moment, j'ai pensé au suicide. Je souffrais. C'est normal. Je souffrais. Quand même, ça nous donne la chair de poule ici en studio. Je ne pouvais pas me lever du lit, on me portait. On faisait tout. Même pour aller aux toilettes, il fallait qu'on m'aide, qu'on me lave. Pour une personne comme moi, imaginez un peu d'où je viens. Oui, bien sûr. Ce que ça peut me faire. Le cadre dans une multinationale, se retrouver... Je ne pouvais pas manger avant 15h ou 10, ou entre 15h et 18h. Je ne pouvais pas manger parce que je n'avais pas l'énergie pour manger. Je n'avais pas d'énergie pour manger. Il fallait qu'on attende vers 16h là, pour que je mange certaines choses. Croyez-moi, ma vie a basculé. Je vais poser une question. Ça me touche, j'ai les larmes aux yeux là. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu 1000, 2000, infiniment. Ma foi en Dieu est inébranlable. Ma foi en mes ancêtres est inébranlable. Parce que je pense que sans Dieu, sans mes ancêtres, sans toutes ces personnes que je viens de citer, qui m'ont soutenu, je ne pense pas que je serais là. Donc Dieu est là. Et je ne vous raconte même pas comment c'est arrivé. En fin de compte que je marche. Vous êtes curieux certainement. Oh, bien sûr, je suis curieux. J'allais poser cette question, mais comment? Parce que j'ai vu des photos, vous étiez carrément paralysé. Et puis quand on regarde la femme qui est devant moi aujourd'hui, très belle femme d'ailleurs, c'est pas une déclaration d'amour. Merci beaucoup. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé, la transition partie de très haut, toucher le fond, le pied, et encore se retrouver là. Comment est-ce que vous avez fait pour marcher?
Je crois que le miracle existe. Oui. Et je vais vous expliquer comment est-ce que ça arrive. Comme j'aimais les voyages. Donc même dans votre livre, vous aimiez toujours... Je pensais aux voyages. Je pensais à Kribi. Donc, s'il y a des choses qui m'amenaient à espérer, à sourire parfois, c'était quand je pensais à Kribi. Je pensais à à cette eau, je pensais aux choses, je pensais à plein de choses. Et puis un jour, quand j'étais sur Béki, parce que croyez-moi, j'ai eu tellement de thérapeutie, on a tout tenté sur moi. Tout. Les kinésithérapies. Oh non, les pasteurs ont prié sur vous? Tout, on a tout. Quand il dit tout, tout c'est qu'on me demandait à ma famille de faire, on faisait. Vous n'êtes pas entré dans les églises de réveil? Tout, on a fait tout. Oui. Tout. C'est vrai que je suis chrétienne catholique baptisée. Donc, ma foi est déjà bien entretenue. Donc, un jour, je me lève, je dis à ma fille, on va à Kribi. Elle dit qu'on va faire comment, maman? Je dis qu'on va à Kribi. Je prends mes béquilles. 2 béquilles là, comme ça. On va. Quand on arrive à l'agence, déjà, c'est pas elle qui doit m'accompagner puisqu'elle devait aller à l'école. C'est plutôt un ami qui me soutenait beaucoup, qui devait m'accompagner. Mais lui, son enfant était malade. Il n'a pas pu m'accompagner. J'ai dit que même seule, je vais arriver à Kribi. Ma fille me dépose, me met sur une moto. La moto me laisse à l'agence. Je prends le billet. Et ma fille me dit, peut-être que c'est mieux que je t'accompagne. J'ai pas cours. Je dis, mais c'est bien. Comme je suis déjà en route là, rejoins-moi seulement. Elle me rejoint à l'agence. Avant qu'elle me rejoigne à l'agence, je vais payer son ticket. La vendeuse refuse de me vendre son ticket. Elle dit, mais je lui dis que vous ne voyez pas mon état. Elle dit qu'elle ne vend pas tant qu'elle ne voit pas la personne. Ma fille arrive. Maintenant, elle vend le ticket. On s'assoit, le bus est déjà parti. On s'assoit là, on attend maintenant le prochain bus. Il y a une dame qui appelle ma fille. Dis à ta maman de venir. Et je dis oui. Je vais venir. Je me dis dans la tête que mais la femme, ça ne voit pas qu'il faut que je fasse la peine. Elle n'aime pas se lever pour venir vers moi. C'est ce qu'elle me dit intérieurement, mais je ne dis pas ça. La femme vient vers moi, comme si elle avait entendu. Elle vient vers moi. Elle me dit, ma fille, Dieu me demande de te dire que quand tu vas revenir de ton voyage, tu vas marcher. Oh, moi, je me dis, gloire à Dieu, moi je me dis, bon, c'est comme les gens me soutiennent, les gens m'encouragent. Je prête pas, je dis merci. Elle reprend. Le Saint-Esprit me demande de te dire, ma fille, que quand tu vas revenir de ton voyage, tu vas marcher. J'ai dit, j'ai compris ma mère, merci beaucoup. Elle va se rasseoir. Et puis après, à un moment, j'ai dit à ma fille, la maman, on voyage ensemble. Je dis, regarde un peu dehors. J'ai envie de lui poser un peu, de parler avec elle parce que, bon, on ne la trouve plus. On ne la voit plus. On va à Kribi. Et quand on arrive à Kribi, j'ai un accident à Kribi. Oh là là. Ah, un accident de circulation. Je suis avec ma fille et mon beau-fils. On est en train de marcher en route. Là, j'ai mes béquilles là. Mon beau-fils, il est devant. Ma fille est derrière. La voiture les renverse. Mon beau-fils a été blessé. Moi, je n'ai rien eu. Mais ma béquille, une de mes béquilles, s'est cassée, brisée, irrécupérable. Donc, je reviens d'écrire des Kribi avec une béquille. Et 3 mois plus tard, je marchais. Donc, quand vous revenez avec une béquille, vous faites comment maintenant? Je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire concrètement comment ça se passe parce qu'après, je me retrouve en train de marcher. Et je me souviens de cette dame-là. C'est 3 mois plus tard que je me souviens même d'elle. J'ai même plus souvenir d'elle. C'est là où je me souviens que... Je lui dis, ah, ma fille, tu te souviens de... Elle dit, oui, oui. Oh là là. C'est là où on se rappelle. J'en parle à ma mère. Ma mère me dit qu'il y a des fois, quand tu veux te parler, passe par des gens. Peut-être c'est un ange. Je ne sais pas. Ange, tout simplement, oui. Mettons ça dans le compte des anges. Mais je voulais rester toujours dans cette histoire pour sortir et pour aussi édifier. Vous m'aviez dit quand vous étiez au top, vous aviez le vent en poupe, vous aviez 3 prétendants. Pendant votre période difficile, où étaient-ils? Tous ont disparu. Tous mes prétendants ont disparu. Les amis, même certains amis, je crois. Oui, certains amis, je pense que. Moi, je les comprends. Je pense qu'à un moment, ils ont été fatigués de ma maladie. Parce que avoir quelqu'un qui est malade et qui ne meurt pas, parce que j'étais à l'article de la mort, elle est malade, elle ne meurt pas. Elle est toujours là. Elle souffre. Des fois, je crois que ça décourage d'autres personnes. Donc, il y a des amis qui m'ont abandonné et tous mes ex-collègues m'ont abandonné. Tous. Donc, j'étais ma famille et moi. Et puis quand Dr David Ebouto a lancé mon histoire, c'est comme ça que les autres, maintenant que je ne connaissais même pas, le professeur Chanda, quand il arrive à la maison, lui aussi, il a vu mon histoire sur les réseaux sociaux. Je ne le connaissais pas du tout. Et quand j'écris même, mon éditeur lui-même, c'est comme ça qu'il découvre mon histoire. Il découvre mon histoire quand il m'appelle.
Je lui dis, il me dit que je suis éditeur. Ah, je lui dis que moi aussi j'écris. J'écris, mais je n'ai jamais publié. Il me dit qu'il faudra me faire voir ça. Il est même venu à la maison. Mon éditeur, les éditions du Peuple, il est venu à la maison avec son épouse pour me voir, ils m'ont porté. Croyez-moi, il y a des gens, il y a des choses que je pense qui dépassent la normale, des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. Parce que les gens m'ont porté. Les gens, c'est comme si les gens ont fait une chaîne pour me relever. Dieu était là, mes ancêtres étaient là. Et je suis là aujourd'hui. Bien portante. Je peux vous dire que cette histoire a failli me faire perdre le fil de l'émission parce que il faut vivre et dire qu'on découvre tous les jours. Et maintenant, vous êtes coach. Et c'est quand même un peu difficile à comprendre. D'où vous vient l'idée de devenir coach? Comptable, commercial, et du coup, vous descendez, et puis paf, un matin, vous devenez coach. Je ne deviens pas coach PAM. Disons qu'il y a un processus. Là où je vivais, pendant que j'étais très, très malade, là, j'avais des mois et des mois d'arriérés. À un moment, le bailleur m'a dit, vraiment, ma fille, pardon, c'est que tu peux avoir, cherche-toi une chambre, tu pars avec ta fille. Fais un effort. C'était grave. Il a un coup d'électricité. C'était vraiment grave. Rien du tout. Il n'y avait plus moyen. J'ai fait des mois et des mois. Et puis maintenant, on va donc il y a quelqu'un donc, qui me reçoit quelque part. Et puis je me dis, je dois me reprendre en main. Je suis fatiguée de souffrir. Et pendant ce temps, je suis en justice avec mon ex-employeur. C'est les renvois. J'ai réussi à gagner le procès. Ils partent en coup d'appel. Donc finalement, à un moment, je me dis, si tel est mon sort, je dois me relever. Comme me dit souvent mon avocat, suppose que tu as tout perdu. Il y a des gens qui ont tout perdu dans la vie. Suppose que tu as tout perdu. Et puis tu recommences. C'est comme ça donc que... Il y avait un cabinet de leadership une fois. Parce que je suis communicatrice diocésaine. Donc, dans le diocèse de Douala, je suis communicatrice. Et j'ai été aussi choriste. J'ai fait beaucoup de bénévolat. C'est comme ça que lors d'une formation dont il y a le journaliste Cyril Bogico qui nous faisait une formation gratuitement sur la communication associative. Il y a donc l'un d'entre nous qui dit il y a un cabinet là qui recherche des leaders, qui recherche un cabinet de leadership qui forme des jeunes au leadership. Ils prennent 100 femmes, 100 hommes gratuitement. Est-ce qu'il peut tenter? Il me dit oui, tu peux tenter. Je tente ma chance. C'est comme ça que je suis présélectionnée. Et il m'amène, on va à Ombe pendant 6 jours. Je crois qu'ils ont rechangé mon mindset. Et là, c'était pendant les périodes où j'étais encore bien. C'est pour ça que quand on est bien, il faut emmagasiner. C'est comme ça qu'il me reboste. Et pendant que j'étais en chaise roulante, il y avait beaucoup de ces enseignements qui restaient. C'est au cabinet Go Ahead, si vous permettez que je le dise. Oui, il n'y a pas de problème. Le cabinet Go Ahead. Maintenant, eux, ils lancent une formation. Ils veulent former des coachs. Ils lancent la première cohorte, c'est la première cohorte même. Ils veulent former des coachs et des formateurs. Je demande à l'un d'entre eux, à un de mes formateurs, est-ce que c'est, mon formateur actuel bien sûr, est-ce que c'est possible que je fasse ça? Il me dit oui, si tu veux le faire, il n'y a pas de problème. Et pour t'aider, pour t'encourager, on te fait ça. C'était presque le prix qu'ils m'ont fait, peut-être c'est 4 fois moins que les autres. J'ai dit donc, je vais le faire. Ils lancent la première cohorte. Et je fais cette formation en coaching parce que je veux être mon propre coach à moi. Parce qu'à un certain moment, je me dis, il faut que je me reprenne en main, il faut que je me relève. Et ils lancent, et c'est comme ça qu'on me forme en coaching. Pendant qu'on est en train de me former, pendant que je me coach, moi-même, je deviens donc coach. Je suis certifiée, je suis coach et je suis formatrice en leadership Ubuntu. Ubuntu, ça veut dire l'amour des uns et des autres, c'est en Swahili. Donc c'est comme ça que je deviens coach. Et puis je me rends compte que je me plais dans ce métier. Parce que comme je donne des conseils aux gens, et puis avec mon histoire et tout ça, les gens commencent à s'intéresser. Et c'est comme ça que je commence à aider les gens qui sont en dépression. Il y a des personnes que j'ai aidées ici, là on ne peut pas avoir une idée. Des personnes qui seulement ont eu une vente de mon histoire et qui sont venues vers moi. Je les ai amenées à comprendre que la vie est simple. Je les ai suivies comme ça là et
Beaucoup ont trouvé satisfaction. Et à présent, même, j'aide même d'autres personnes à perdre du poids. Oui, on en parlera. Et vous êtes aussi pratiquante du yoga. Du yoga. Oui. Le yoga. Est-ce que le yoga vous a aidé pendant... Le yoga, comment le yoga arrive? Parce que ma vie, c'est tout un livre. Comme j'ai eu beaucoup de massages, des séances de massage, de kinésithérapie, j'ai été massée pendant des années. Imaginez des massages, des massages, des massages, des massages. C'est comme ça qu'un de mes thérapeutes me dit, il faut écouter des chansons relaxantes. Ça va te faire du bien. Parce que quand je te masse là et que tu écoutes ces chansons-là, je sens comment tes muscles se détendent. Et c'est comme ça donc, que je commence à pratiquer. Il y a un ami donc, qui me fait, au moins fait pour la première fois, des postures de yoga. Je commence à pratiquer du yoga et je me forme donc à pouvoir... Oui, parce que pour faire quelque chose, il faut se former. Toujours, oui. Je me forme donc pour pouvoir le faire. Et je commence à faire des vidéos gratuitement. Je publie sur les réseaux sociaux. Et les gens s'intéressent à ça. Et je me dis, mais à mon coaching, je peux aussi mettre le yoga. Et il y a une autre technique aussi que je connaissais depuis très longtemps, qui est le Pilates, qui m'avait aidé parce qu'avant j'avais le dos rond. Il fallait donc que je recorrige ma posture. J'ai donc appris le Pilates à ce moment-là. Je joins donc le Pilates au yoga et je joins ça au coaching et à la formation. Et croyez-moi, quand je tiens une personne, ce n'est pas que parce que je viens te voir parce que tu es en dépression et je suis déprimée. Non. J'amène la personne à se reprendre en main, à se renouveler. Parce que si j'ai pu me renouveler, tout le monde peut se renouveler. Tout le monde peut se renouveler. Là, je m'en voudrais si je ne vous félicite pas. Je veux dire, vous êtes vraiment une boule d'énergie. Merci et vous avez encore beaucoup de choses à faire. Vous croyez en Dieu, comme nous tous ici. Et je pense que Dieu a encore beaucoup de plans pour vous. Et quand on vous suit, on va vous distiller vraiment cette joie de vivre. Vous êtes toujours très souriante, toujours en train d'être aux côtés des autres. Vous aimez bien voyager. Et l'autre jour, nous avons quand même vu que vous étiez demandé en mariage. Quand même. Je préfère le dire ouvertement. Je suis célibataire. Je suis prête, libre. Donc, à chacun de faire son analyse. Je suis libre. Donc, je suis célibataire. C'était un fake. Ah, je ne veux pas le dire, je ne veux pas dire que c'était un fake, mais je suis célibataire. Mais pour être sincère, c'est une scène de mon livre, parce qu'en fait, le livre doit être adapté au cinéma. Oui. Donc, je pense que les gens ont dû simplement mal interpréter. Et puis, ils ont pensé que c'était une demande en mariage, c'était que je voulais être mariée, tout ça. Parce que dans mon livre, effectivement, il y a cette scène-là. Donc, c'était juste une scène de mon livre, parce que mon livre sera adapté au cinéma. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans votre émission Le Ring. Et aujourd'hui, nous recevons coach Laure Kamdem, une jeune Camerounaise. Sa vie est remplie d'histoire, de motivation. Et surtout pour vous qui souffrez, qui est en période de dépression, qui pensez que la vie est injuste, vous n'avez qu'à regarder cette émission pour comprendre qu'il y a encore de l'espoir. Je reviens vers vous, Laure. Comme je disais, cette émission, elle est vraiment passionnante et même très passionnante. C'est la première fois que je le dis à un invité. Je vous suis quotidiennement. Il y a quelques jours, vous avez lancé un programme très intéressant, la perte de poids en 3 mois. Et quand je regarde dans notre société, il y a vraiment un problème d'obésité. D'obésité. Oui. D'obésité. Oui. Oui. En quoi consiste ce programme-là et comment perdre le poids en 3 mois, c'est quand même... En fait, il y a des personnes que j'ai suivies en privé pour la dépression et la perte de poids. Et je me suis rendu compte que les deux étaient liés parfois. Les gens n'arrivaient pas à perdre du poids parce qu'elles étaient en dépression. Les gens prenaient du poids parce qu'elles étaient en dépression. Il y avait un peu de ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à suivre des personnes pour la perte de poids. Et puis, c'était très bien. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire avec 10 personnes 10 personnes que je ne connais pas. Ils perdent réellement du poids? Ils perdent réellement du poids. Je lance donc le mouvement. Je lance sur les réseaux sociaux, sur TikTok particulièrement, et puis sur Facebook, Coach Laure Kamdem, vous verrez ça. Je dis que je recherche 10 personnes pour un challenge de perte de poids gratuit. J'ai la demande. La demande est tellement grande que je ne suis plus à 10 personnes, je demande 50. Elle est tellement grande qu'elle dit, bon d'accord, à 100 personnes, je m'arrête. Je n'arrive toujours pas à m'arrêter. Après, je me suis dit, bon, comme je donne une date, à cette date-là, je ne prends plus personne. Je commence avec 150 personnes pour la perte de poids gratuitement. Oui. Donc, je crains. Non, il faut le dire aussi que vous faites du bénévolat. Vous êtes vraiment
au service des autres. J'ai beaucoup fait des bénévolats depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps. Pour moi, je pense que c'est l'essence même. Quand on se donne aux autres, on reçoit aussi des autres. Et quand on donne, on apprend, on grandit. On se grandit quand on donne. Ouais. Et moi aussi, on m'a beaucoup aidé. Les gens m'ont aussi beaucoup aidé. Même avant ça, je le faisais aussi, déjà. Donc, je crée dans ce groupe-là et on se réunit. Et en ce moment-ci, on est au 3e mois. C'est la 2e vague parce que la première vague est au 3e mois. Après le 1er mois, donc, j'allie donc 3 aspects pour la perte de poids. L'aspect psychologique, avec des formations, des coachings. L'aspect diététique, avec le sport, puisque je suis monitrice de sport, fitness, yoga, pilates. Et maintenant, avec la diététique, une rééducation alimentaire, manger sainement. Et l'aspect psychologique est 70% de ce programme de perte de poids. Que les gens ont baptisé, sont eux qui ont baptisé I Must. Il y avait 2 noms, I Must et Care, Take Care. Ils ont choisi I Must, ce qui veut dire je dois en anglais. Je dois perdre du poids. Et le 1er mois, juste avec les formations, les gens ont commencé à perdre du poids. Et quand les gens commencent à perdre du poids, comme les gens qui sont obèses, et puis dès qu'elles ont un petit résultat, elles se disent que c'est bon pour la vie, elles ne veulent plus continuer, elles abandonnent. Certains ont commencé à quitter le groupe et croyaient que c'est fini. Je me suis dit, pourquoi ne pas aider d'autres personnes? Je peux lancer encore une 2e vague. J'ai lancé encore une 2e vague. En ce moment, nous sommes 250. À ce matin, on était 252, je pense. 252. Et croyez-moi, comme c'est gratuit, les gens entrent dans le programme, ils sortent, ils entrent, ils sortent. Et si on réussit à être 250 en 3 mois, c'est qu'il y a du bon. Il y a près de 30 pays dans le monde entier. En Afrique centrale, je commence par l'Afrique centrale, il y a le Cameroun, il y a le Congo-Brazza, il y a le Congo-Kinshasa. En Afrique de l'Ouest, il y a le Gabon aussi, il y a la République centrafricaine, il y a le Tchad, il y a la Guinée aussi, la Guinée, c'est en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a le Mali, il y a le Ghana, il y a le Burkina Faso. Je peux oublier un pays, qu'il m'excuse s'il voit ça. Je peux oublier un pays. Il y a le Burkina Faso. En Afrique du Nord, il y a la Zambie. Il n'y a pas le Niger? Il y a le Niger. Merci beaucoup, merci infiniment. Il y a le Niger. Il y a le Niger. En Afrique du Nord, il y a la Zambie, il y a l'Angola, il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a la Namibie, je crois que c'est la Namibie, je crois que je peux me tromper. Il y a aussi la Somalie. Il y a un pays là où il y a eu la guerre, il y a eu des trucs là, je ne sais plus trop. Je peux oublier, c'est un pays. Aux États-Unis, il y a le Canada qui est représenté. En Amérique? En Amérique, voilà, merci beaucoup pour les États-Unis, c'est fait partie. En Amérique, il y a le Canada. En Europe, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne. Il y a encore quel pays que j'oublie là, je peux oublier. En Asie, il y a la Turquie, il y a Dubaï. Il y a Dubaï, je peux oublier des pays. Mais en somme, on est presque 30 pays repartis partout dans le monde entier. Des personnes qui croient en ce programme, des personnes qui sont satisfaites. Je ne peux pas ouvrir le groupe un jour sans suivre. Merci coach, merci pour tout ce que vous faites. Parce que je pense qu'à un certain moment, il faut aider les gens. Parce que les gens, parfois, certains ont même de l'argent. D'autres n'en ont même pas. Mais il faut les guider. Et c'est ça le travail d'un coach. Le coach doit amener les autres à pouvoir se prendre en charge seuls. Je les amène à pouvoir se prendre en charge tout seuls. Je les accompagne dans leur perte de poids. Et même s'ils quittent le programme, qui est gratuit, et qu'ils vont dans leur propre vie, il y a beaucoup d'enseignements qui les aideront, pas seulement pour la perte de poids, mais pour la vie. Parce que le bien-être me tient à cœur. Le bien-être des personnes physiques. Parce qu'en entreprise, c'est bien, mais les personnes physiques, c'est très intéressant. Et c'est gratuit. Ceux qui regardent l'émission en ce moment, si vous permettez, ils peuvent très bien me contacter sur TikTok, sur tous les réseaux. Je suis sur tous les réseaux avec mon nom, Laure Camden, ou coach Laure Camden. Sur TikTok, c'est très actif. Ils peuvent très bien. Oui, mais je veux comprendre. Les groupes là, on vous allez donner votre contact. Le groupe, les groupes, c'est groupe TikTok, c'est groupe Facebook. C'est groupe WhatsApp, c'est groupe WhatsApp, c'est groupe WhatsApp. Et on travaille essentiellement en ligne. J'ai une assistante qui m'aide. On travaille essentiellement en ligne. Non, quel est le groupe dans WhatsApp pour ceux qui aimeraient au Cameroun, encore ceux qui... Bon, pour atteindre le groupe WhatsApp, il y a aussi un processus. Il faut bien, parce que la première vague, comme les gens venaient, ils entraient, ils sortaient, ils entraient, ils sortaient. On a mis, mon équipe et moi, une certaine norme. Restriction? Pas de restriction, mais au moins, on veut comprendre les motivations des gens.
Donc, les gens doivent d'abord commencer par me contacter moi. Et quand ils m'ont contacté maintenant, je peux les renvoyer vers l'équipe pour qu'on puisse prendre leurs paramètres, ce qu'ils désirent exactement, leur background. Parce que sans background, on ne peut pas aider quelqu'un. Quand on a leur background, on les introduit dans le groupe et puis maintenant, ils participent. Chaque jour, il y a des conseils qu'on donne, il y a des enseignements qu'on donne. C'est quotidien ou c'est... C'est quotidien, tous les jours. À partir de quelle heure? Tous les jours, c'est 24 heures sur 24. Mardi dernier, nous sommes mercredi. Nous sommes... jeudi? Voilà. Mardi dernier, j'ai fini la formation à 23 heures. La formation, c'était sur le processus nutritionnel. Parce qu'on ne peut pas perdre du poids sans comprendre l'alimentation. On ne peut pas perdre du poids sans savoir ce qu'on mange. Et maintenant, à côté de ça, il y a une autre formation qui est au niveau 2. C'est pouvoir regagner confiance en soi. Comment est-ce qu'on peut briser le stress et regagner confiance en soi? Ce soir, je vais reprendre ces 2 formations-là parce que les gens ont réclamé. Dans le groupe, ils ont réclamé. Il y a beaucoup qui ont raté la formation. Et je le refais comme ça gratuitement. Je prends tout mon temps, mon équipe et moi, on prépare ces formations-là pour que je puisse le leur donner. Et croyez-moi, beaucoup sont satisfaits. Oui, bon, là, on s'arrête puisque nombreuses sont des femmes qui souffrent, ou même des hommes vraiment de l'obésité. Oui. Nombreux sont-ils. Et puis qui sont même sujets de moquerie. Ok. Et là, nous avons une solution, chers téléspectateurs, followers. Où est-ce que nous retrouvons Laure Camden? Parce qu'il faut d'abord la contacter. Est-ce que Laure Camden peut donner son contact au WhatsApp? Oui, mon contact. Et puis les différentes plateformes. Est-ce que Laure Camden est sur Facebook? Vous êtes sur Facebook? Bien sûr. Sur TikTok? Oui. Est-ce que vous êtes sur Instagram? Oui. Je suis sur tous les réseaux que je connais. Tous les réseaux que je connais. Si je ne suis pas sur un réseau, c'est que je ne connais pas. Sur tous les réseaux que je connais, avec mon nom, Laure Camden. Et pour me contacter, le code du pays, c'est le 00237 qui est le Cameroun. Mon numéro de téléphone, c'est le 651 51. Regardez la caméra. Ah d'accord, ok. Mon numéro de téléphone, c'est le 651. Je reprends. Je suis sur tous les réseaux sociaux que je connais. Et je suis avec ce numéro. Le code du pays, c'est le 00237. Mon numéro, c'est le 651. 51, une fois de plus. 95 85. Avec ça, vous me joignez directement sur WhatsApp et je réponds à tout le monde. Ma messagerie est toujours clean. Avant de dormir, je dois répondre à tout le monde. Donc, croyez-moi, je suis assez réactive. Et sur tous les réseaux sociaux, je suis active avec mon nom, Laure Camden, ou Coach Laure Camden. Sur TikTok, Coach Laure Camden. Sur Facebook, Coach Laure Camden ou Laure Camden officiel. Sur Instagram, Laure Camden. Sur LinkedIn, Laure Camden. Sur Twitter, Laure Camden. Voilà les réseaux que moi je connais. Sur Snapchat aussi, Laure Camden. Pour les réseaux que je connais. Quand je connaîtrai d'autres réseaux, j'irai toujours et je serai toujours avec mon nom. Venez si vous avez des problèmes d'obésité, des problèmes de confiance en vous, parce que le programme n'est pas que la perte de poids, mais en fait, je vous rebooste en tant que coach pour regagner confiance en vous, pour faire face au quotidien, pour vous sentir bien dans votre peau, pour être en harmonie avec votre peau, parce que c'est l'essence du programme. Permettre aux gens de vivre bien avec leur corps et d'être en harmonie avec leur corps. C'est très important. Vraiment, c'est mon cheval de bataille. Et je fais beaucoup de formations pour des adultes, pour des enfants, des coachings en prise de parole en public, pour si vous avez des problèmes dans ce sens. Des enfants qui sont rebelles. Je coach aussi des enfants qui sont rebelles. Les enfants, vous dites, l'enfant, il m'a dépassé. Envoyez-moi cet enfant-là. Et je saurai comment prendre soin de lui. Voilà qui est bien dit. Maintenant, en 2022, vous savez, vous n'abandonnez jamais. Vous êtes toujours en train de vous battre là. En 2022, vous écrivez un livre. Dilemme, tourbillon et dilemme. Ouais. Oui, quand même le titre est un peu parlant. Et pour des raisons que nous n'allons pas évoquer ici, vous ne publiez pas. Et c'est en 2024 que vous allez publier votre premier livre. Et qui, en juin, vous allez être à l'Institut français à Yaoundé. Le 13 juin, pour être plus précis. À l'Institut français de Yaoundé. Parlez-nous de ce livre. Puisque quand je peux le montrer aussi, non? Oui, bien sûr. Je marche toujours avec elle. Je marche toujours avec elle. Le livre, Laure, auteur, on dit aussi dans une autre vie, autrice, auteur Laure Camden, tourbillon, dilemme,
Lord Camden, collection Sémence. Collection Sémence. Tourbillon, voici, je vous disais au début de cette émission que c'est une écrivaine. Elle vient de publier en 2022, c'était déjà prêt, mais avec des raisons indépendantes de sa volonté. Le livre va sortir officiellement en 2024. Le 13 juin, elle sera reçue par l'Institut français où elle va faire la journée dédicace de ce livre qui s'est très bien passé. C'est Tourbillon, Dilemme, Lord Camden, collection Sémence, édition Lupepo. Édition Lupepo. Vous allez retrouver, on peut retrouver ça où déjà dans les bibliothèques En ce moment, on est encore en train de travailler sur la distribution, mais à Douala, on peut le retrouver à l'aéroport de Douala, on peut le retrouver à la maison des jeunes de New Bell à Douala, on peut le retrouver aussi au marché de PK14 et à l'ESG, l'Institut universitaire VG. Et à Yaoundé, on peut le retrouver au Carrefour Etoudi. Voilà, les places. Et puis, on peut le retrouver aussi à... C'est quoi déjà? Essos. À Essos, à Mobile Essos, oui. On peut les retrouver dans ces deux. Mais les autres, on est en train de travailler sur le cycle de distribution. Oui, je pense que ça sera très bien distribué. Et livre de 144 pages, eh bien, qui pose, quand j'ai essayé de parcourir le livre, c'est deux histoires qui retracent une vie rocambolesque marquée de filouterie. Vous parlez de qui dans ce livre, de ces deux histoires, de vous? En fait, le livre est comme vous l'avez dit, sorti en 2022, mais comme j'avais des problèmes de santé et que j'étais en train de travailler sur ma transformation, parce que je dois le préciser, j'ai pris un moment l'initiative de retravailler sur moi quand j'ai commencé à faire la formation en coach. Je me suis lancé un challenge personnel que chaque jour qui passe, je dois travailler sur ma personne. Et aujourd'hui, ça fait 1288 jours que je travaille sur moi. Donc, ça fait 3 ans, 6 mois et 11 jours que je travaille sur moi jour pour jour. Donc, si aujourd'hui, on peut me voir sourire, on peut me voir gambader, aider les gens, on peut me voir faire des programmes gratuitement, on peut me voir coacher les gens, c'est parce que je travaille sur moi tous les jours. Donc, il fallait donc que je travaille sur moi jusqu'à quand j'ai senti que j'étais prête à pouvoir parler du livre. On a fait la première dédicace à Yaoundé. Et la deuxième dédicace s'est faite la première dédicace, c'est l'Institut français de Yaoundé. La deuxième dédicace s'est faite à Douala, dans un centre où, gracieusement, quelqu'un m'a offert sa salle, un centre qui s'occupe de l'humanité Umbutu. On les appelle les Ukwelians. Donc, c'est une association. On l'a fait dans leur QG. C'était à Deido, à Douala. Le 3 juillet, la date de mon anniversaire. Il n'y a pas eu de cadeau d'anniversaire, ça, je tiens à le préciser. Non, mais le livre, c'est un cadeau d'anniversaire. Voilà. Le livre Tourbillon parle de deux histoires de faits de société. Non, je vais poser d'abord une question. Je sais que ce sont deux histoires de faits de société. J'allais poser la question, qui est Sandra? Est-ce que Sandra, c'est vous dans la première histoire? Ou est-ce que vous avez créé l'histoire? Parce qu'il n'y a pas de création ex nihilo aussi. Disons qu'à l'intérieur de la première histoire, il y a un peu de moi. Oui. Il y a environ 30% de moi. Ouais. Parce que je me suis inspirée d'un problème que j'ai vécu. J'ai été arnaquée foncièrement. On dit foncièrement, voilà. Arnaque foncière. Et je me suis dit à un moment, qu'est-ce que je peux faire de ça? J'avais tellement mal. J'ai eu tellement mal que je me suis dit, il faut seulement que je raconte ça pour pouvoir aider d'autres personnes. Ça, c'est quand j'étais encore très bien en entreprise et tout ça. J'avais pris un prêt en entreprise pour acheter un terrain et on m'a arnaqué. Je savais pas qu'à ce moment-là, je savais pas qu'on payait un terrain chez un notaire. Je savais pas. Et à partir de ça, j'ai donc fait ce livre-là et comme je suis aussi cinéaste, j'ai agrémenté un peu de beaucoup d'enseignements, de beaucoup de coaching. C'est aussi un livre qui est très enrichissant. Et pour la petite histoire, le livre, comme l'Institut français de Yaoundé l'avait acheté, ils ont un truc là-bas, un concours qu'ils font pour les jeunes. Ils appellent ça BookTube. On peut retrouver ça sur YouTube. BookTube, c'est l'émission de avril 2024. Il y a une petite dame qui a sélectionné mon livre à tout hasard. Donc, sur plus de 10 000 livres qu'il y a à l'Institut français de Yaoundé, elle a sélectionné mon livre et elle a débattu. Donc, elle a soutenu sur mon livre. Elle a réussi à avoir un prix. Ça, c'était avant la dédicace du livre. Le livre n'était pas reconnu du public, puisque l'Institut l'avait acheté à mon éditeur. Donc, le livre, c'est un recueil d'enseignements
c'est peut-être basé sur une histoire vraie, mais il y a beaucoup d'enseignements à l'intérieur. Ça, c'est la première histoire. Oui, la deuxième. Donc, Sandra a un peu de moi, je suis 30%. Oui. La deuxième, et Sandra, c'est un peu l'image des jeunes femmes d'aujourd'hui. Des jeunes femmes battantes, des jeunes femmes qui veulent s'affirmer financièrement et qui ont cette autonomie et qui veulent à tout prix s'affirmer dans la vie. Mais il y a beaucoup de risques à cela. Donc, c'est tout ça que je mets en exergue dans le premier. Et le second, maintenant, Dilemme, j'ai eu un mentor à l'écriture qui m'a initié à l'écriture. Il était à la dédicace de doigt là. C'est lui qui a fait la note de lecture. C'était un honneur pour moi. Et Dilemme, c'est mon devoir. Donc, un peu comme dans le cinéma, le premier bébé, c'est un court-métrage. Et au cinéma aussi, j'ai un court-métrage d'Élise Hérault qui m'a rendue réalisatrice. Donc, à l'écriture aussi... On va aussi, parler en 2 secondes de votre métier de réalisatrice. À l'écriture aussi, le Dilemme, c'est mon devoir, donc, qui a fait de moi l'auteur que je suis aujourd'hui. Donc, la première fois que j'écris de manière consciente et suivie, c'est Dilemme. Donc, c'est un homme marié qui est confronté à la polygamie de fait parce qu'il veut à tout prix une fille, un garçon. Il veut à tout prix un garçon. Il a 3 filles. Et il a promis à son père dans son lit de mort qu'il doit pérenniser, merci, le nom de la famille. Et voilà, donc, il a 3 filles. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher ailleurs. Et c'est comme ça qu'il se retrouve dans une polygamie de fait. Et à l'intérieur, il y a 3 personnes qui donnent leur avis. Et ceux qui vont lire le livre vont aussi donner leur avis dans cette histoire-là. Mais elle est très enrichissante. C'est un livre de famille. Oui, c'est un cocktail stylistique maquillé de beaucoup de rebondissements et bien d'autres. Mais là, comme je dis toujours que je suis un de vos fans, je vous ai vu derrière un grand nom du cinéma camerounais, Thierry Tamac. Thierry Tamac, oui. Tamac qui a fait de très grands films comme Le Blanc d'Enga. Et je vous ai vu à ses côtés comme assistante réalisatrice. Oui, assistante réalisatrice. Parlez-nous un peu. Et ce livre-là, d'après des indiscrétions, sera adapté au cinéma? Oui, il sera adapté au cinéma. Bon, je ne veux pas trop en dire, mais il sera adapté au cinéma. Le producteur est déjà connu. Je ne sais pas s'il faut le dire. Mais... Oui, c'est Wuri TV quand même. C'est Wuri TV. Oui, c'est Wuri TV. J'ai proposé, j'ai fait une demande l'année passée. Ça fait déjà 1 an. Et puis, le directeur de Wuri a été captivé par l'histoire. Donc, il sera adapté au cinéma. En ce moment, on est en train de travailler sur l'adaptation du scénario, l'adaptation au cinéma. Donc, peut-être d'ici l'année prochaine, il sera probablement sur les grands écrans. Et vous allez passer derrière comme réalisatrice? Oui, comme réalisatrice. Et avec Thierry Tamac, on fait beaucoup de choses au cinéma. Je l'assiste dans ses réalisations, dans les formations aussi, parce qu'il faut le dire, on fait beaucoup de formations en prise de parole en public, jeu d'acteur face caméra. On aide beaucoup de personnes à partir de sa maison de production. Voilà. Donc, on travaille en collaboration et je travaille aussi en collaboration avec d'autres coachs qui sont à l'étranger. Bon, j'ai beaucoup de partenaires avec qui je travaille. Donc, ce livre sera adapté bientôt. Vous allez jouer dedans comme actrice? Je ne souhaiterais pas. Je ne souhaiterais pas. Mais là, vous allez uniquement être derrière les caméras comme James Cameron, Steven Spielberg et bien d'autres. Je souhaiterais vraiment être derrière les caméras complètement. Parce que jouer et réaliser, c'est assez compliqué de faire les deux à la fois. Il faut bien faire un choix et bien le faire. Nous sommes à la fin de cette émission-là. Nous n'avons pas vu le temps passer. Quels sont vos projets à court, à moyen, à long terme? À court terme, déjà, dans 1 an, avant la fin de cette année-ci, je souhaiterais avoir aidé au moins 1000 personnes pour la perte de poids. Je suis déjà à 250. Non, dites ça fort. Oui. Je vous dis, c'est un problème dans notre société. À court terme, vous souhaiteriez aider 1000 personnes. 1000 personnes avant la fin de cette année. Disons, j'ai encore 6 mois pour relever ce challenge. J'ai encore 6 mois. C'est 6 mois, oui. Donc, je suis déjà à 250 personnes et j'aimerais aider 1000 personnes gratuitement juste pour cette fin d'année. Et pour cette fin d'année-ci, j'aurais dit dans le groupe, je ne sais pas comment ça se fera, mais il faut toujours avoir des projets pour que ça se réalise. Le pays qui aura, je le dis, je préfère regarder la caméra. Oui, faites-le. Le pays qui aura le plus de perte de poids dans le groupe de perte de poids iMost qui est gratuit, complètement gratuit,
le pays qui aura le plus grand nombre de pertes de poids, je viendrai dans ce pays-là. Je ne sais pas comment je ferai pour arriver, mais je viendrai dans ce pays et je vais mettre sur pied, je ne sais pas comment ça se fera, mais je vais aider d'autres personnes à perdre du poids parce que j'ai la capacité de le faire. Et je vais le faire. Donc, dans le groupe, ils sont en challenge. Quel est le pays? En ce moment, il y a Congo-Brazza et puis la Côte d'Ivoire. Voilà les deux pays qui pour le moment sont en compétition. Mais il y a le Burkina Faso aussi qui est en train d'arriver. Parce qu'en Afrique, je peux facilement voyager. À l'étranger, il me sera difficile de voyager. Donc faites un effort. Non, pas difficile, Dieu vous donnera la force. Ah, gloire à Dieu, parce que j'ai la capacité de le faire avec mon équipe. Le pays qui aura le plus de pertes de poids, on viendra là-bas pour initier ce mouvement et vous allez perdre du poids parce que beaucoup de personnes se sentent mal dans leur corps à cause de l'obésité, à cause du surpoids. Et croyez-moi, au moins 80% de la population est en surpoids. Oui. Quand il faut voir à partir de l'indice de masse corporelle, presque beaucoup sont en surpoids. Et comment ça arrive? Et beaucoup ne croient plus. Beaucoup qui ont plus de 100 kilos, par exemple, ne croient plus qu'elles peuvent être en moins de 100 kilos. Là, j'ai eu une cliente que j'ai suivie et qui a accepté de me donner ses images. Quand j'ai posté ces images dans le groupe, les gens n'en revenaient pas. Elle a perdu 35 kilos en 3 mois. Et elle n'a pas le corps flasque. Elle est bien. En ce moment, elle est dans un séminaire au Gabon avec son époux. Croyez-moi, ça marche. Mettez-vous. Gratuitement, je le fais. Et j'ai dit après la fin de cette année, si j'arrête avec le gratuit. Donc, que les gens profitent. Quand j'aurai fait 1 an, c'est en avril 2025. Quand j'ai fait 1 an, on a commencé en mai 2024. En avril 2025, j'arrête avec le gratuit et je commence aussi à manger l'argent. Non. Parce qu'il faut bien que je travaille, je mange l'argent. Parce que là, j'ai fini toutes mes économies, tout le monde. J'ai les arriérés que je dois payer à mes assistants. Je ne sais pas comment je dois faire. Il faut bien qu'à un certain moment, que ça puisse aussi rémunérer son nom. Okay. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons reçu aujourd'hui coach Laure Kandem, cette jeune femme qui est victime d'un accident professionnel en 2013, mais qui s'est accrochée à la vie parce qu'elle aime la vie et qui a pu partir du fond doucement et en train de grimper pour toucher le sommet. Elle a lancé moult programmes, parmi lesquels perte du poids en 3 mois. Nous savons que nombreux sont ceux-là qui sont en surpoids. Par exemple, la quasi-totalité des habitants des États-Unis sont en surpoids, vivent dans l'obésité. Combien sont-elles? Combien sont-ils ces hommes, ces femmes qui en société souffrent du regard de l'autre parce qu'ils sont sujets de moquerie? Alors inscrivez-vous, contactez-la via WhatsApp et inscrivez-vous gratuitement parmi les 1000 personnes pour suivre cette thérapie. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir de la recevoir aujourd'hui. Très bientôt, nous allons recevoir notre client et vous dire que l'espoir fait vivre, rien n'est perdu. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Bye bye.